Alors, on parlait enfin, je te posais la question sur les associations. Chez Nutrilogix, on a créé un produit CBD nuit, sleep, dans lequel on a de la camomille et du CBN. Est-ce que tu sais nous toucher juste un petit mot sur le CBN, qui est encore très peu connu, à mon Voilà, alors sens? le CBN, c'est un autre cannabinoïde, mais contrairement je dirais au CBD et THC, tout ça, il n'est pas dérivé directement de la plante en tant que telle. Donc Mhm. le CBN, c'est une oxydation du THC, mais à la différence du THC, c'est il n'est pas psychoactif. Donc, il a des effets assez similaire au CBD, mais il a notamment des actions sur tout ce qui est sommeil. Et donc, il peut aider, en fait, il sert un peu de cet effet synergique avec le CBD, notamment sur la qualité du sommeil. Donc, le CBN est un plus, je dirais, par Mhm. rapport au CBD. Et ça peut-être qu'Amine peut parler de la camomille éventuellement par rapport à ce produit-là. Amine, si tu veux Oui, toucher oui, à bien ça. sûr. La camomille, en fait, en tant qu'associé, d'ailleurs, le produit est destiné pour donc la combinaison CBD et camomille avec destiné pour le sommeil notamment et pour un effet détente, apaisement, etc. Comme on discutait tout à l'heure, l'effet du CBD en tant que tel n'est pas réellement un effet d'induction du sommeil, parce que ça, c'est le propre des Mhm. autres neurotransmetteurs, mélatonine, etc. Et ici, c'est un effet, en gros, qui va favoriser le sommeil euh, et qui va agir notamment sur l'apaisement, la détente. Entre autres aussi sur la douleur, bien que ce n'est pas le but ici du produit. Donc la camomille a déjà ces effets-là, donc ça permet également d'apaiser et de préparer donc le système Mhm. nerveux au sommeil notamment. Et dans ce sens-là, donc le CBD, CBN et camomille serait une bonne combinaison en fait pour le sommeil. Par rapport à d'autres synergies, je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire par rapport à ça, Patricia, sinon je pourrais enchaîner sur d'autres synergies. Non, non, mais je pense que tu as Oui, fait en gros, hein, dans ouais. les grandes lignes. Oui, Hein. bon. Mm. Et puisqu'on parle maintenant des différentes synergies, il y a d'autres synergies. En fait, on trouve des synergies, par exemple, entre certains polyphénols et le CBD, notamment sur la gestion de la douleur, comme par exemple la curcumine ou le resveratrol. Il y a Mhm. quelques études là-dessus. Mhm. Surtout, alors, il y a curcumine, resveratrol, boswellia, et donc curcumine, boswellia, c'est surtout pour tout ce qui est douleur, arthrose, douleur ostéo-articulaire, on va dire, chronique, bien entendu. Donc ça, c'est une excellente synergie. Et puis, on peut parler aussi tout ce qui est douleur euh, type névralgie. Là, ça serait plus du PEA ou ce qu'on appelle le palmitoyl éthanolamide. C'est aussi un autre neurotransmetteur qu'on classe aussi avec les cannabinoïdes, ou en tout cas les cannabinoïdes-like, qui pourraient être aussi intéressants dans ce cas. Et puis, pour tout ce qui est, donc, on avait parlé aussi de l'anxiété. Ça pourrait être aussi associé avec donc d'autres neurotransmetteurs comme le GABA, par exemple, Mhm. avec la dopamine, parce que des niveaux très bas de dopamine peuvent aussi augmenter le taux d'anxiété, la sensibilité au stress, l'intolérance au stress. Donc, tout ce qui augmente la dopamine, tyrosine, L-dopa, tout ça peut être aussi associé donc, en synergie avec le CBD. Et Euh, justement, oui, par rapport à ça, je pense que justement, pour savoir quoi mettre avec quoi mettre, je veux dire, ça vient de l'anamnèse, quoi. C'est un petit peu, exact. c'est au moment de l'anamnèse, on essaie de comprendre quelles sont les causes. Et en fonction ben, de la cause ou du déficit, ben, on va synergiser avec telle ou telle molécule. Mhm. Et je prends par exemple de la mélatonine. Si on n'est pas déficitaire en mélatonine, ça ne sert à rien de prendre la mélatonine avec le CBD. Je veux dire, on va jouer sur d'autres choses. Par contre, si la personne a aussi un problème au niveau de la mélatonine, mais cette synergie-là est super intéressante, quoi.
Oui, c'est en fonction des symptômes, des signes cliniques de déficit en neurotransmetteurs. Là, par exemple, pour la mélatonine, s'il y a des difficultés d'endormissement, par exemple, ou des réveils nocturnes avec difficultés d'endormissement, là, ça serait bien à ce moment-là d'associer avec le CBD. Donc, le CBD et donc le produit dont on avait parlé, ce serait bien d'associer de la mélatonine à ce moment-là. Si aussi des problématiques, par exemple, de sommeil superficiel, ce serait intéressant aussi d'associer avec du GABA, du magnésium, donc parfois de la taurine aussi. Donc ça, c'est des synergies qu'on peut mettre en place, que le thérapeute peut décider de mettre en place en fonction, comme tu dis, de l'anamnèse ou des signes cliniques. Très Tout à fait. intéressant parce que j'ai quand même pas mal de thérapeutes qui me posent aussi la question en sachant qu'est-ce qui est mieux, est-ce que c'est mieux de donner de la mélatonine ou est-ce que c'est mieux de donner du CBD? Voilà, mais tu réponds à cette question-là, enfin vous répondez tous les deux à cette question-là en disant mais les deux ne sont pas incompatibles et parfois les deux sont intéressants, pas toujours, mais du coup on peut les associer l'un à l'autre. Donc ça répond déjà à une question qui est très régulièrement posée. Alors, il existe plusieurs concentrations qui sont exprimées en pourcents. Alors, comment savoir quel dosage prendre et quelle concentration prendre? En fait, quand on parle, par exemple, ici, il y a les deux produits 5%, 20%, ce sont les mêmes produits, à part que la concentration en CBD est plus concentrée forcément dans le 20% que dans le 5%. Donc, déjà, c'est le même produit. Alors, quand choisir le 5% ou le 20%? Je dirais pour les premiers utilisateurs, de toute façon, je préconise toujours qu'il faut commencer par le plus bas, puisqu'il n'y a pas de dosage standard. Chaque personne est spécifique et donc on va toujours y aller progressivement et ça va dépendre du type de pathologie, de l'état de la personne au jour X et donc ce dosage peut changer d'un moment à l'autre. Alors pour pouvoir affiner ce dosage, il vaut mieux commencer avec du 5%. On commence toujours avec quelques gouttes pour voir si c'est bien toléré d'abord. Souvent, c'est plutôt le soir qu'on le prend. Et puis, on augmente progressivement jusqu'au moment où on connaît sa dose, entre guillemets, c'est-à-dire la dose où on commence à avoir de l'effet. Et donc, ça demande un certain temps avant de pouvoir dire je me sens à l'aise avec tel pourcentage, avec une telle quantité de CBD, parce que le petit calcul, c'est facile. C'est une bouteille de CBD de 10 millilitres à 5%. Et chaque fois que vous prenez une goutte, vous prenez 2,5 mg de CBD. Et donc, au bout de quelques jours, quelques semaines, vous connaissez le nombre de gouttes que donc, vous avez utilisées. pour que les gens comprennent, c'est divisé par deux. 5%, ça fait 2,5. Quand c'est une bouteille de 10 millilitres, c'est divisé Ouais. par deux. C'est ce qui est le OK, plus facile. voilà. Et donc, à un moment donné, on connaît, par exemple, on doit prendre 20 mg de CBD sur la journée. Eh bien, l'étape après, si vous devez racheter du produit, vous pouvez passer à du 20%, mais vous mettrez moins de gouttes pour arriver, puisque vous avez 10 mg dans une goutte. Donc, c'est juste une question de calcul de prix, de coût. Mais de toute façon, pour une première fois, il vaut toujours mieux commencer par du 5%, augmenter progressivement. Parce que l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de se dire, OK, bah, ouais, j'en mets plein et donc ça va marcher mieux. Pas du tout. Parce qu'on a ce qu'on appelle un effet cloche. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, si on en prend trop, eh bien, on ne va plus avoir l'effet. Et donc, malheureusement, vous gaspillez, vous jetez votre argent par la fenêtre. Donc, il vaut mieux passer par cette étape progressive et puis alors après, vous augmentez les pourcentages. Alors, quel dosage? En gros, ça dépend un petit peu. Souvent, quand on parle de 3 types de doses, il y a des faibles doses, les moyennes et les plus fortes. Les faibles doses, ça veut dire que déjà, avec des 10 mg, 20 mg, on peut avoir des super effets. Ça peut être des petites douleurs, ça peut être des problèmes de sommeil, tout ça. Et chez les personnes qui sont plutôt avec des problématiques plus sévères, comme des douleurs chroniques plus importantes et tout ça, souvent, il faut quand même monter, moi, je dirais à 1 mg par kilo de poids. Donc, si on a une personne de 70 kg, c'est en gros 70 mg. C'est une règle qui n'est pas une vérité absolue, hein, je le répète. Et pour d'autres pathologies du genre les épilepsies ou les cancers, tout ça, alors là, on peut peut-être monter à beaucoup plus haut, à passer la centaine. Mais donc voilà, ça dépend un petit peu de chaque cas. Et
Et certaines personnes sont très sensibles au CBD, donc elles n'ont pas besoin de beaucoup de quantité, quoi. Dans ce sens-là, donc tu parlais de l'effet cloche. C'est probablement dû, comme ce que tu disais tout à l'heure, donc à cet effet complexe là de régulation par des boucles de rétroaction du CBD. Et dans ce sens-là, il y a une idée qui me vient, puisque en fait, si on prend les neurotransmetteurs classiques, là, par exemple, si on prend la mélatonine, si on prend la dopamine, etc., on a toujours un effet d'adaptation sur le long terme, c'est-à-dire la dose qu'on utilise n'est plus aussi efficace qu'avant et on est obligé d'augmenter les doses. Ça, c'est exact quand on utilise ce type de neurotransmetteurs sur le long terme et on continue. Est-ce que toi, tu as déjà remarqué des phénomènes pareils pour le CBD? Alors, non, en théorie, normalement, tu n'as pas d'accoutumance par rapport au CBD, mais chez certaines personnes, ça peut arriver. Et donc, ce qu'on peut alors préconiser, c'est un arrêt pendant une semaine et puis on recommence le traitement. Donc, ça pourrait arriver chez certaines personnes, mais ce n'est pas la même dépendance enfin, je parle même pas de dépendance, c'est l'accoutumance par rapport à d'autres molécules, quoi. Et ce qui est tout à fait normal, ça pourrait aussi être expliqué par le fait que ça n'agit pas directement sur le récepteur, comme Oui, voilà, tu l'as très bien expliqué tout à l'heure. C'est des boucles complexes, oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler des précautions d'usage? S'il y Oui. en a, je suppose. Oui, de toute façon, il vaut toujours mieux être dans la prudence, quel que soit, parce qu'on est en phyto ici, hein, c'est de la phytothérapie. Donc, toutes les règles de phytothérapie, c'est ça, il faut faire attention par rapport à certaines choses. Donc, les études ont montré qu'en termes d'effets secondaires, on a très peu d'effets secondaires avec le CBD. Donc, ça, c'est déjà une très bonne chose. Mais néanmoins, il faut pour moi faire attention par rapport à tout ce qui est interaction médicamenteuse. Mais ça, je propose qu'on y revienne après par rapport à ce sujet-là. Par exemple, par rapport aux enfants, moi, je suis plutôt prudente, puisque un enfant, ben voilà, si on vient avec des doses plus importantes de CBD ou de cannabinoïdes, on risque de perturber son système endocannabinoïde. Patricia, Là, tu appelles enfant à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Ou à et, partir de quel poids et jusqu'à quel poids? il y a pas vraiment d'interdiction chez l'enfant, puisque d'ailleurs, il y a le CBD qui est utilisé, donc l'épidiolex qui est utilisé chez des enfants de 1 an. Mais néanmoins, c'est une responsabilité, je dirais, du parent de dire à un moment ça, de donner ou pas à son enfant. Mais pour moi, il faut en discuter avec le pédiatre parce que c'est une plante. Et qui dit phyto, moi je dis qu'il y a un principe de précaution. On ne donne pas n'importe quoi à ses enfants comme ça. Donc pour moi, c'est en collaboration avec le pédiatre. La deuxième catégorie, c'est les femmes enceintes et allaitantes. Ouais. Donc là, moi aussi, de nouveau, je ne préconise pas chez la femme enceinte et allaitante pour des principes de précaution, puisqu'on sait que ça peut passer la barrière placentaire. Et imaginez que vous ayez un produit qui a des traces de THC. Honnêtement, on sait que le THC peut perturber donc, le développement cérébral du bébé, enfin, du bébé, mais donc voilà, c'est de nouveau un principe de précaution. Donc moi, je dis non chez la femme enceinte et allaitante. Et d'ailleurs, c'est ce qui est préconisé par la FDA aussi, par les autorités, quoi, de faire très, très attention par rapport à ça. Alors moi, Amine, du coup, j'ai quand même une question pour toi, puisqu'on est toujours dans le sport, d'une manière ou d'une autre. Et quid du contrôle antidopage? Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Non, en fait, il faut juste avoir des précautions par rapport à l'utilisation des produits à base de CBD, mais le CBD en lui-même n'est pas du tout interdit. Donc, ça c'est bien mentionné. Il n'y est pas en fait dans les listes de produits dopants. Et normalement, les tests antidopage sur tout ce qui est cannabinoïdes sont bien calibrés par rapport à ça, donc il n'y a pas de problème. Par contre, comme disait Patricia tout à l'heure, dans les produits, on peut avoir des traces de THC, donc les full spectrum notamment. Là, il faut faire attention à ne pas en prendre
c'est-à-dire juste avant la compétition ou pendant la compétition, parce que ça pourrait contenir des traces de THC, qui est interdit. Donc, c'est un produit dopant et il est détecté, il est très, très bien détecté par les tests antidopage. Maintenant, il faut distinguer une utilisation pendant l'entraînement, donc hors compétition, et aussi pendant les compétitions. Bien que dans le sport de haut niveau, on peut aussi avoir des tests antidopage pendant les entraînements, voilà, à n'importe quel moment. Donc, par précaution, il faut vraiment choisir des produits où on est sûr qu'il n'y a pas de THC du tout dedans, y compris des traces ou autres. Donc, pour le broad spectrum, oui, mais je ne sais pas, peut-être que Patricia a aussi des informations dans ce sens-là, comme parfois les analyses de titrage là, des différents cannabinoïdes, etc., sur les matières premières pourraient être parfois plus ou moins pas exactes ou biaisées, à savoir, donc à ce moment-là, il faut faire attention. Mais par contre, pour l'isolat de CBD, là, ça pose pas de problème du tout d'utiliser. C'est même très recommandé et donc dans ce sens-là, il y a aucun problème. Ce que j'allais dire aussi par rapport à pour compléter ce que disait Patricia tout à l'heure par rapport aux précautions, c'est plus par rapport aux interactions. Donc, il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses avec le CBD. Il faut savoir que le CBD est un puissant inhibiteur. Alors, quand on dit puissant inhibiteur, c'est toujours dépendant de la dose, d'accord. Donc, c'est un puissant inhibiteur de la phase 1, de la détoxification. Donc, notamment et surtout tout ce qui est CYP3A, notamment le CYP3A4, qui est en fait le cytochrome qui fait le plus gros du travail de détoxification, de biotransformation au niveau de la phase 1. Et donc, ça détoxifie beaucoup de médicaments. Il y a aussi le CYP2C, notamment CYP2C9, CYP2C19. Donc, ces cytochromes aussi qui sont aussi inhibés, fortement inhibés par le CBD. Donc, ici, pour donner un ordre d'idée, une dose alors c'est des études en laboratoire, hein, in vitro, et donc une dose plutôt étude préclinique chez Laura, une dose de 400 mg de CBD, qui est une dose élevée, pourrait inhiber 80% de ces enzymes-là, donc CYP3A et CYP2C. Donc c'est une inhibition relativement forte qui est en quelque sorte, qui pourrait être équivalente, peut-être pas à dose égale, aux inhibitions qu'on pourrait obtenir par le pamplemousse. Donc le pamplemousse est très connu par rapport à ces interactions. On recommande de ne pas le prendre quand on a un traitement médicamenteux ou alors de l'espacer par rapport à ce traitement. Donc par rapport à ça, il faut faire très attention aux médicaments. Maintenant, il ne faut pas non plus exagérer sur les interactions, en termes d'interaction, on peut avoir soit des interactions qui optimisent l'effet de certains médicaments, soit des interactions qui pourraient augmenter la toxicité des médicaments. Donc ça, c'est des choses un peu délicates à voir, et c'est pour ça qu'il faut toujours prendre conseil par rapport à différentes combinaisons donc, de certains médicaments avec le CBD, conseil de son médecin, bien sûr. Et justement, quand il y a un doute justement d'interaction entre le CBD et une thérapie allopathique, alors il vaut mieux espacer, je dirais, la prise de CBD et du médicament, de nouveau dans ce principe de précaution, quoi. Donc c'est pas interdit de prendre du CBD avec les médicaments, c'est juste qu'on doit prendre un peu plus de précaution, c'est tout. Après, si on parle de doses que tu avais citées, là, des 20 mg et des 10 mg et tout ça, bon, là, c'est vraiment des doses très faibles, où il n'y a vraiment pas forcément de... Alors, même s'il y aurait des interactions, ça pourrait être juste une optimisation de l'effet, une augmentation un petit peu légère de l'effet du médicament, mais c'est pas forcément des interactions dangereuses. Mais il faut faire quand même attention parce que, comme tu l'as signalé, il peut y avoir des gens qui sont sensibles en fait au CBD, donc soit qui absorbent bien, soit qui métabolisent plus lentement le CBD, donc ça reste plus longtemps et ça crée
un effet un peu plus fort en fait que d'autres. Oui. Donc, ça, il faut faire attention aussi. Oui. Alors, juste une dernière précaution, vas-y. parce que ça, c'est vraiment plus chez les gens qui ont des problèmes hépatiques ou pour avoir des transaminases un peu plus élevées. Il y a certaines études qui montrent qu'avec le CBD, on peut augmenter éventuellement ce taux de transaminase. Si tel est le cas, mais c'est souvent parce que c'est associé à d'autres traitements, hein. C'est pas que le CBD. Donc, si tel est le cas, il faut faire attention en termes de dosage de nouveau du CBD. Et de nouveau, quand on arrête le CBD, en général, les transaminases diminuent. Et il faut le savoir, donc c'est à suivre, que le médecin doit suivre, quoi. D'accord, alors on l'entend, il y a énormément de choses à dire sur le CBD. Et d'ailleurs, Patricia, avec ton école, tu as créé des formations. Et ici, donc le week-end j'ai mon anti-sèche, le week-end du 5 et 6 novembre, donc on est déjà samedi et dimanche, à Namur. Tu donnes 2 journées de formation qui sont destinées aux professionnels de la santé et également tout ça en présentiel et également une formation le 27 novembre qu'il a toujours à Namur qui est destinée à tout public. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les liens directement qui mènent sur ton site si des gens sont intéressés pour aller voir tout ça. Et je vais passer aux questions. Donc, oui, pardon, vas-y. Juste peut-être terminer par rapport au potentiel du CBD. On le met un peu comme une panacée, quelque chose qui est miraculeux. Il faut rester modeste par rapport à ça. Donc, pour moi, le CBD n'est qu'un outil de phyto, je dirais, qui intervient dans l'approche holistique. Donc, moi, je ne peux pas concevoir que le CBD va tout faire. Donc, de nouveau, si on ne joue pas sur l'aspect nutritionnel, sur la nutrithérapie aussi, et on a pris l'exemple avec le PEA qui peut venir, mais il y a le magnésium, il y a les oméga 3, il y a toutes les autres choses qui en nutrithérapie sont intéressantes. Il y a l'hygiène de vie par rapport à la nutrition, il y a le sport et tout ça, et il y a l'allopathie aussi. Donc, c'est un ensemble qui fait qu'on va jouer sur les causes plutôt que venir un peu comme un médicament où on joue sur le symptôme, quoi. Donc ça, pour moi, j'aime bien terminer de remettre l'église au milieu du village par rapport à ça. On a cet avantage, nous, c'est d'approcher justement ces différentes possibilités. Alors, pour les questions, merci pour cette précision d'abord. Pour les questions, Kate nous demande concernant l'utilisation du CBD en cas de cancer, est-ce qu'il est pris en même temps que la chimio ou est-ce qu'on doit l'envisager en amont? Alors, ça de nouveau, c'est lié au type de chimio. Donc, il y a une étude en France qui est en cours justement pour évaluer le potentiel du CBD et aussi du THC et autres, hein. Donc, c'est une étude clinique qui est en cours. Et notamment, ils ont fait un premier rapport où ils ont regardé toutes les molécules, tous les traitements de chimiothérapie et ils ont mis des précautions ou non en fonction du type de chimio. Ce que je peux faire, c'est envoyer le lien de ce site-là. Qui est vraiment intéressant dans le contexte de cancer, quoi. Et ils ont pas mal détaillé tout ça, quoi. Donc voilà, donc je ne peux pas dire que c'est à prendre en même temps ou pas, ça dépend du type de chimio. S'il y a un point d'interrogation, alors il vaut mieux être précautionneux et en parler en tout cas avec l'oncologue, quoi. C'est clairement, c'est plus qu'une recommandation, c'est une obligation, quoi. Alors, Souad nous demande si ça peut être intéressant pour l'amélioration de la mémoire ou de la concentration. Oui. Donc, en fait, il y a des études qui montrent tout ce qui est Alzheimer, il y a un potentiel par rapport à ça. Donc, en préclinique, là, très, très clairement, on voit qu'on a une amélioration. Simplement, donc, n'oubliez pas qu'il a ce côté anti-inflammatoire, antioxydant. Et les problèmes de mémoire, il y a aussi une association justement avec une dégénérescence liée à cette oxydation. Et donc, un des mécanismes potentiels du CBD, c'est justement d'agir en tant qu'antioxydant, anti-inflammatoire. Et alors de néoplasticité aussi, c'est une des possibilités, quoi.
Donc, il y a plusieurs voies, mais oui, ça peut être intéressant. Mais il n'y a pas, énormément d'études cliniques. On est au début par rapport à ça, quoi. Alors, Sophie qui nous demande s'il peut être associé à des anticoagulants. Ça, ce que j'ai vu, moi, alors tu me confirmeras, ça a un effet anti-agrégant modéré, Oui, en fait, qui n'est pas aussi puissant que les oméga-3 ou la vitamine voilà, E c'est ça. ou autre. Ouais. Donc, de nouveau, il faut faire attention s'il y a de nouveau des médicaments, mais ce n'est pas vraiment le premier risque que je dirais par rapport au CBD, quoi. Ok. Est-ce que pour aider lors d'un sevrage de tramadol, est-ce que ça pourrait être intéressant? Le tramadol est un antidouleur, donc Ouais. exactement. Mais donc, de nouveau, si personne est déjà sous traitement avec que ce soit tramadol ou autre, on n'arrête pas du jour au lendemain. C'est clair que ça se fait de nouveau en collaboration avec son médecin. Et l'idée, c'est un peu, on augmente et on diminue l'autre, quoi, pour arriver à un moment donné à se sevrer carrément. Mais on n'arrête pas comme ça du jour au lendemain. Donc ça, c'est, oui, tramadol. Il y a des études d'ailleurs pour le tramadol qui montrent cet effet. On peut faire même une combinaison entre les deux en diminuant progressivement les dosages et tout ça, mais ça doit être fait avec le médecin, en fait. Ouais. Mais pourquoi pas. Et dernière question pour ce soir de Soraya qui nous demande est-ce qu'il peut avoir des effets sur les nausées vu son action sur la détox de phase 1? Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est utilisé aussi en cancer, notamment pour améliorer les nausées. Ah, ok.